Troisième temps de ce thème d'AGGSP de terminale sur histoire et mémoire, il va être aujourd'hui question des rapports entre histoire, mémoire et justice. Autrement dit, comment la justice, les jugements, participent à la construction des mémoires et de l'histoire d'un événement, surtout lorsqu'il s'agit de génocide. Pour commencer, prenons l'exemple du génocide au Rwanda. Rapide rappel des faits, dans ce petit pays d'Afrique, de l'Afrique des Grands Lacs, les colons allemands puis belges ont contribué à créer une distinction ethnique entre Tutsis, minoritaires, et Hutus, majoritaires, alors qu'il n'y avait au départ qu'une distinction sociale. Et donc avant même l'indépendance en 1962, des tensions puis des massacres contre les Tutsis contraignent une partie de ceux-ci à s'exiler dans les pays voisins. Là-bas, ils vont fonder le FPR, Front Patriotique Rwandais, qui, à partir de 1990, lance une offensive contre le Rwanda et le dictateur Hutu, Habyarimana, soutenu par la France. Celui-ci accuse donc les Tutsis restés au Rwanda et les Hutus modérés d'être des traîtres, des ennemis de l'intérieur, prêts à aider le FPR, et même des parasites qu'il faut éliminer, ce qui ne fait bien évidemment qu'attiser les tensions. C'est dans ce contexte que le président Habyarimana est assassiné en avril 1994, ce qui permet aux Hutus extrémistes de s'emparer du pouvoir et de lancer un vaste génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés. On estime qu'en à peu près 3 mois, ce génocide a fait entre 800 000 et 1 million de morts, essentiellement par armes blanches, de type machette, bâton, gourdin, etc. Et il a impliqué une grande partie de la population rwandaise, y compris des voisins ou des membres de la famille des victimes. Et ça, c'est la grande particularité de ce génocide. C'est pour cela qu'on parle parfois d'un génocide de proximité ou d'un génocide au village, pour reprendre le titre du livre d'Hélène Dumas, car il y a eu massacre de personnes se connaissant et vivant ensemble dans le même village, voire dans la même famille, et parfois depuis très longtemps. On considère que ce génocide prend fin avec la prise du pouvoir par le FPR de Paul Kagame en juillet 1994, mais l'enjeu, une fois la paix revenue, est de taille. Comment juger un tel génocide, où plus de 10% de la population du pays a été tuée dans des circonstances effroyables? Comment revivre ensemble, refaire société ensemble, quand ce sont vos voisins ou votre propre famille qui ont assassiné vos proches? Et puis, comment juger les génocidaires alors même que la majorité des juges ou des avocats ont été tués? L'originalité de la réponse, elle va reposer en grande partie sur les gacaca, ces tribunaux populaires de proximité, composés de juges non professionnels et dont les audiences se tiennent dans un lieu public au cœur du village. Ces tribunaux permettent de juger un très grand nombre de personnes avec une procédure plus simple et donc plus rapide, et ils doivent permettre la réconciliation entre les bourreaux et leurs victimes, ou du moins recréer une forme de cohésion. Mis en place au début des années 2000, ces tribunaux gacaca ont quand même été critiqués pour le respect, on va dire, aléatoire des droits de la défense, et par les aveux des accusés qui ne semblaient pas toujours sincères. À côté de ces tribunaux de proximité, les génocidaires ont aussi été jugés par des juridictions plus classiques, et pour les responsables par une institution créée spécialement en 1994, et qui a fonctionné jusqu'en 2015, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Installé à Arusha en Tanzanie, ce tribunal a jugé et condamné les principaux dirigeants responsables du génocide, même si on a pu lui reprocher sa lenteur et de n'avoir pas jugé certains crimes commis par le FPR, qui, selon certains, auraient pu s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Quoi qu'il en soit, ces procès, que ce soit au niveau local ou international, et malgré leurs imperfections, ont permis de montrer une intention de rendre justice, et une première expression des mémoires de ce génocide, en attendant que l'histoire puisse s'écrire. Et on retrouve un peu la même problématique avec l'autre jalon de ce thème d'AGGSP, portant cette fois sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ici aussi le rappel historique s'impose, mais on va vraiment simplifier une situation qui est très très complexe, les spécialistes me pardonneront. Bon, durant la guerre froide et sous la dictature de Tito, la Yougoslavie est composée de 6 républiques, comme vous les voyez ici. Mais histoire de compliquer les choses, chaque république, ou presque, est composée de populations très diverses et mélangées. Vous avez des Croates, des Serbes, des Bosniaques, etc. Avec la mort de Tito puis l'effondrement du bloc communiste, la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance en 1991, ce qui provoque la première guerre yougoslave en 91-92. La Bosnie proclame également son indépendance, mais est déchirée entre les Bosniaques, les Serbes, les Croates, soutenus respectivement par la Serbie et la Croatie voisine. Et cette guerre civile, qui va durer jusqu'aux accords de Dayton en 1995, est marquée par de nombreuses exactions dans chaque camp, qui culminent avec le siège de Sarajevo par les Serbes et surtout le massacre de Srebrenica en juillet 1995, durant lequel environ 8000 hommes et adolescents bosniaques sont tués par les Serbes de Bosnie, ce qui sera requalifié ensuite en génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Car en fait, dès 1993, pour juger ce qui se passe dans ce conflit en ex-Yougoslavie, l'ONU décide de la création d'une institution judiciaire spécialisée. C'est le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
qui va être en place jusqu'en 2017. Installé à La Haye, doté de relativement peu de moyens, ce tribunal se heurte à la difficulté de juger dans l'immédiate après-guerre, alors que les populations ne sont pas toujours nécessairement prêtes au traitement judiciaire du conflit. Alors vous le voyez sur cette infographie, le TPIY a quand même un certain nombre de succès à son actif, il n'y a aucun fugitif, et puis il a la condamnation de Ratko Mladic pour le génocide de Srebrenica, ou le jugement de Slobodan Milosevic, le président serbe, même si celui-ci mourut en prison avant son verdict. Mais ce tribunal va susciter l'incompréhension des populations face aux crimes jugés. Par exemple, on lui reproche d'être partial, d'être surtout anti-serbe. Enfin, ça c'est les Serbes qui le disent, bien sûr. On lui reproche aussi certaines peines prononcées, qui semblent parfois plus clémentes que ce qui aurait pu être prononcé par un tribunal, entre guillemets, normal. Et puis, il est situé loin des pays concernés. Il a besoin de la coopération des polices locales pour arrêter les suspects, ce qu'elles font avec plus ou moins de bonne volonté. Bref, ce tribunal a eu du mal à convaincre les populations et à avoir un rôle réparateur, permettant d'apaiser les mémoires et de commencer à écrire l'histoire. Il n'empêche qu'il est quand même le premier jalon, depuis les procès de Nuremberg, dans la mise en place d'une justice internationale, qui se poursuit avec le TPIR, donc pour le Rwanda en 1994, et surtout la création en 1998 de la Cour pénale internationale, qui sera active à partir de 2002, et qui est désormais l'organe international chargé de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, même si, vous le voyez sur cette carte, tous les pays n'ont pas ratifié le statut de Rome. Voilà pour ce troisième volet du thème d'AGGSP consacré au rapport entre histoire, mémoire et justice, à travers le génocide au Rwanda et le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Il nous restera à voir l'évolution des mémoires du génocide juif et tzigane, mais ça sera pour le prochain épisode.